de Gabriel Serville ou de son premier adjoint peut-il légalement organiser les prochaines élections municipales? Serge Smock revendique la paternité de l'organisation. Les détails à suivre. Après 1 an et demi à la tête de la préfecture de région, Martin Gégère laisse sa place le 28 août prochain à Patrice Faure. Le préfet sortant fait le bilan de son action sur le territoire. Avec lui ce soir, nous aborderons les questions sociales et de sécurité. Patrice Ringuet fera bien partie des 6 coureurs du Club Guyane pour la 28e édition du Tour. Son équipe, la SCG, accueille la nouvelle avec résignation. Il s'interroge sur l'utilité d'une sélection de Guyane dans une compétition organisée à domicile. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Commençons ce journal avec cette nouvelle guerre qui secoue le conseil municipal de Matoury. Alors que Gabriel Serville s'apprête à quitter le fauteuil de maire, son premier adjoint lui reproche de ne pas respecter les textes de loi. Selon Serge Smock, c'est à lui que revient l'organisation des prochaines élections municipales. Détail de cette affaire avec Erwin Alcide. À la mairie de Matoury, on ne fait rien comme les autres. Depuis les dernières élections municipales, les conseillers, notamment ceux de la majorité, ont assisté à un jeu de massacre impliquant le maire Gabriel Serville et plusieurs de ses adjoints. Frappé par le cumul des mandats, le premier magistrat est forcé de quitter son fauteuil et comme on pouvait s'y attendre, ces élections provoquent une nouvelle bataille fratricide au sein du conseil municipal. Dans une lettre envoyée à Gabriel Serville la semaine dernière, le premier adjoint Serge Smock s'interroge sur la procédure mise en place pour désigner le successeur du maire. Il estime que Gabriel Serville, démissionnaire, ne peut convoquer lui-même le conseil municipal devant élire le nouveau maire et ses adjoints. Cette tâche incombe, selon lui, au premier adjoint. De plus, souligne Serge Smock, l'actuel maire n'a pas encore démissionné de ses fonctions. Dans une note, la préfecture estime même qu'il est plus prudent d'attendre la cessation des fonctions du maire avant de convoquer le conseil municipal. Sauf que Gabriel Serville ne semble pas vouloir laisser l'organisation de ce vote à quiconque. Hier, dans une série de messages envoyés aux membres de son groupe, il fixe la date de l'élection au 26 août prochain, tout en suggérant une réunion préparatoire pour organiser, je cite, des élections primaires internes pour désigner nos représentants au poste du nouveau maire et des adjoints. Devant ce nouveau spectacle, les alliés de la majorité, les membres du groupe Oui c'est possible, ont décidé de présenter un candidat au poste de maire. Et même l'opposition, face à une telle image de division, peut nourrir quelques ambitions. L'île de la Réunion s'oppose au gel des contrats aidés trop coûteux selon Muriel Péquineau, la ministre du Travail. Ce matin, des responsables de municipalités réunionnais annonçaient le report de 5 jours de la rentrée scolaire faute de personnel. Les maires de Guyane comptent bien leur emboîter le pas. David Richer, président de l'association des maires, était au micro de Stéphane Govindin. Si demain, nous, on devra se passer donc de la part de l'État, ça veut dire que je ne serai pas, moi en tous les cas sur Aura, capable d'embaucher les jeunes que j'embauche aujourd'hui. Et donc j'y renoncerai parce que c'est parce que je ne voudrais pas, c'est parce que je n'en aurai pas les moyens. Donc demain, c'est et la mairie, mais surtout les jeunes qui en souffriront, qui ne trouveront pas de travail. Aujourd'hui, je suis président de la mission locale également. C'est pratiquement 200 dossiers qu'on met en instance. C'est une catastrophe pour les communes, pour la commune d'Aurora qui a recours également aux emplois aidés. Mais je veux parler de la commune, mais on peut parler aussi au-delà des collectivités, des associations qui ont besoin de ces contrats aidés parce qu'elles ne peuvent pas payer un plein salaire. Donc c'est une opportunité pour elles d'embaucher. Et puis des crèches, par exemple. Et puis au-delà de la pénibilité que ça va causer, c'est surtout l'effet que ça aura sur l'embauche des jeunes. La Guyane, c'est pas Paris, c'est une démographie exceptionnelle. Et ça veut dire que tous ces jeunes-là qui ne trouvent pas de travail, qui ont la chance d'avoir un contrat aidé, demain n'en trouveront pas. Donc c'est un gros problème et je pense qu'il faut absolument que nous, les élus, pas que les élus, que nous nous mobilisions contre cet état de fait. C'est déjà fait ailleurs, à La Réunion par exemple, et on ne doit pas rester comme ça, bras croisés. Donc j'ai une réunion ce matin avec le sénateur Patient à ce sujet et nous allons rencontrer très rapidement, entre autres, mais monsieur le préfet à ce sujet. Après 1 an et demi à la tête de la préfecture de région, Martin Gégère cède sa place le mois prochain, à la fin de ce mois plutôt, à Patrice Faure. Martin Gégère a pris ses fonctions au début 2016, après 1 an, après un premier poste en Guyane en tant que sous-préfet de l'Ouest. Plusieurs dossiers importants durant son mandat, lutte contre l'orpaillage illégal,
Plan global de sécurité et de lutte contre la délinquance, crise sociale de mars-avril dernier. À 10 jours de la fin de son mandat, le préfet a accepté notre invitation. Merci Martin Gégère d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce soir. Alors, quel bilan tirez-vous aujourd'hui de ce mandat que vous avez passé ici en Guyane ? Le préfet, dans l'exercice de son mandat, a servi à quelque chose ou pas. Je voudrais noter 2 ou 3 petites images qui m'ont marqué. Une plutôt heureuse. À mon arrivée, on m'avait un jour interrogé sur l'ouverture du pont de l'Oyapock. J'avais dit, je ne sais pas, on est en train de négocier pour voir si on peut le faire ou pas. Et on avait dit, le préfet retarde un peu les choses. Et puis quelques mois plus tard, le pont de l'Oyapock était effectivement ouvert, dans une ambiance très chaleureuse avec des Brésiliens et après un travail très approfondi avec nos collègues brésiliens pour faire avancer les affaires franco-brésiliennes. Ce sera un souvenir que j'emporterai avec moi, qui est un bon souvenir. Je crois que j'ai eu beaucoup de travail en matière de sécurité, vous l'avez évoqué. Bien sûr, d'abord et avant tout, la sécurité des citoyens. Il y a eu des moments très difficiles et puis les choses, pour le moment, ont l'air de s'améliorer. Notamment, cette année, nous avons une baisse spectaculaire du nombre d'homicides sur la Guyane et particulièrement sur la zone de Cayenne. Mais un gros travail reste à faire presque les 2 tiers. Mais nous n'en sommes qu'aux 2 tiers de l'année. Donc, il faut attendre la fin de l'année pour voir les résultats. Et puis, bien sûr aussi, les autres grands secteurs de la sécurité, la lutte contre l'orpaillage illégal, la lutte contre la pêche illégale, où nous avons eu des résultats qui confirment notre autorité dans ces domaines, même si, encore une fois, il reste du travail à faire sur ces questions. Il ne faut jamais penser que les choses sont réglées en matière de sécurité. Et puis, je voudrais aussi dire que nous avons fait un gros travail sur la relance de l'économie guyanaise. L'économie guyanaise, qui est essentiellement soutenue par la commande publique, a vu cette commande publique passer en 2016 de 260 millions à 400 millions en 2017. Et ça représente énormément de chantiers, énormément de travail pour les entreprises de bâtiments et de travaux publics. Et puis le pacte de Guyane, bien sûr, apportera des ressources supplémentaires sur les routes, sur les écoles, sur les collèges. Je crois que c'est des choses importantes. On va revenir sur l'orpaillage illégal. Le Sénat a récemment renforcé les moyens de la police judiciaire pour faciliter leur action sur le terrain. Depuis 2015, les chantiers illégaux ont baissé de 67% et début 2016, c'était 10 millions d'euros de pertes pour les orpailleurs illégaux. Qu'est-ce qu'il reste à faire aujourd'hui ? Il reste à faire beaucoup de choses parce que c'est une lutte incessante. Chaque fois qu'on lève le pied, chaque fois qu'on arrête, chaque fois qu'on abandonne le territoire, les orpailleurs reviennent. Il reste aussi à faire un gros travail diplomatique parce que nous avons des pays voisins qui n'ont pas forcément les mêmes conceptions que les nôtres. Et il reste aussi à faire un gros travail de réparation parce que l'orpaillage illégal, ce n'est pas seulement le pillage de la Guyane, c'est aussi la destruction de l'environnement de la Guyane. Alors, vous laissez aussi derrière vous le grand projet de mine industrielle de la Montagne d'Or qui a fait l'objet d'opposition de la part du collectif Hors de Question qui rassemble une vingtaine d'associations en Guyane mais aussi en France hexagonale. Aujourd'hui, quelle est votre position au sujet de cette mine ? Un grand projet, c'est toujours un grand débat. Il ne faut jamais considérer que les choses se font naturellement. Donc je pense qu'il est normal que dans un débat, les positions et les oppositions s'expriment. Je pense que l'exploitation industrielle aurifère font partie des grandes questions de l'évolution de l'économie guyanaise. Le rôle de l'administration, c'est d'accompagner les industriels dans leurs projets et d'être exigeant sur les conditions de réalisation de ces projets, notamment dans le domaine environnemental. Vous comprenez l'opposition du collectif La Montagne d'Or ? Mais vous savez, quand on est haut fonctionnaire et qu'on a l'occasion de traiter des grands projets industriels, il y a toujours des discussions, des débats, des oppositions. Bien sûr que je le comprends. Mais pour autant,
Est-ce que parce que des gens sont opposés, on doit arrêter un projet? La vraie question, c'est est-ce que ce projet est utile à la Guyane ou pas? Mais Est-ce ce sont qu'il des permet risques réels dont est-ce il qu'il parle permet de sur créer de l'environnement. l'emploi? La réglementation française et européenne a pour fonction d'obliger les industriels à respecter des normes environnementales, à réparer tout ce qui ne peut pas être évité et à trouver des systèmes de compensation pour toutes les emprises qu'on peut avoir sur la Aujourd'hui, le montagne d'or. risque n'est Je pas voudrais vous dire une un chose. Vous risque savez, la zéro, montagne c'est d'or, juste de la réparation la montagne d'or, qu'on ça peut fait attendre. 1 siècle et demi qu'elle est exploitée sur le plan de l'orpaillage. Dire que c'est une montagne complètement vierge de toute exploitation, c'est ne pas dire la vérité. La vérité, c'est que c'est un site d'exploitation minière depuis 1 siècle et demi et qu'il y a aujourd'hui un projet d'exploitation minière industrielle. La vraie question, c'est celle-là, pour moi. Alors, concernant la sécurité, vous avez présenté en début d'année un plan global de prévention et de lutte contre la délinquance et la criminalité en Guyane. 165 agents sont prévus supplémentaires en 2018. La lutte contre la délinquance passe-t-elle forcément par un renforcement de la sécurité de la police et de la gendarmerie? Y a-t-il pas d'autres moyens d'y arriver? Il y a beaucoup d'autres moyens, mais ça passe aussi par le renforcement des effectifs. Quels sont Vous ces avez autres sans moyens? doute récemment montré le fait que la gendarmerie a formé et engagé des réservistes, donc des Guyanais, qui viennent consacrer une partie de leur temps sur des missions de sécurité au sein de la gendarmerie, sans être des gendarmes professionnels, mais un peu comme le font les pompiers volontaires dans d'autres domaines. Bon. Les autres moyens, c'est tout simplement que chacun considère qu'il a une part de responsabilité dans la sécurité. Parce que dans les problèmes de sécurité que nous avons, il y a des choses qui relèvent bien sûr de l'autorité régalienne, et il faut l'assumer, je le dis très clairement, et c'est le rôle de l'État d'assumer ça, avec bien sûr le concours des municipalités. Et puis il y a tout un volet qui est celui de la prévention, qui relève beaucoup de l'action de proximité, de l'action associative, de l'action des municipalités, de l'action de toutes les personnes qui regardent autour d'eux et qui se disent « les choses ne sont pas normales et je dois faire quelque chose pour que les choses s'améliorent ». Et j'ai rencontré au cours de mon mandat beaucoup de gens qui interviennent dans ce domaine, qui interviennent avec beaucoup d'énergie, avec quelquefois très peu de moyens, beaucoup de convictions. Je me suis dit qu'au fond, si on voulait être bien efficace, il fallait qu'on donne le maximum de moyens à ces personnes pour faire ce travail de prévention. Il y a à la fois des aspects citoyens et puis il y a aussi des aspects professionnels parce que la prévention, c'est aussi un métier, ça ne s'improvise pas. Et ça veut dire aussi que nous devons former, nous, les collectivités, l'ensemble des acteurs de la prévention, nous devons former les personnes qui souhaitent intervenir dans ce domaine. Alors, votre départ intervient après 1 an et demi seulement à la préfecture, juste quelques mois après les grèves de mars-avril dernier. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux événements? Ce n'est pas à moi de dire s'il y a un lien ou pas, ce n'est pas moi qui décide. Cette grève a conditionné votre départ, je veux dire? Non, cette grève ne conditionne pas mon départ. Je pense que la vie d'un préfet, un préfet est un fonctionnaire qui est nommé par le gouvernement et qui travaille pour un gouvernement. Et donc, il est normal que dans la vie d'un préfet, il y a un moment où on soit préfet d'un département, puis un moment où on ne l'est plus. Si votre question est de savoir si on m'a puni d'avoir été le préfet qui était présent au moment des événements du mois de mars et d'avril, ma réponse est non. Alors, que ferez-vous le 29 au matin? Eh bien, vous le saurez en lisant le journal officiel, qui est un excellent journal et dont j'attends, comme vous, la confirmation du poste que j'occuperai. Bien. Martin Gégère, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous poursuivons ce journal avec ce fait tragique, la disparition en Guadeloupe hier d'une jeune femme de 18 ans qui a été emportée par la montée des eaux de la rivière Malheur de Bouillante. C'est son petit ami qui a donné l'alerte. Le dispositif de recherche mis en place n'a pas permis de la retrouver. Le point avec nos confrères d'ATV Guadeloupe.
L'inquiétude est totale et absolue à Bouillante, où la rivière Bois-Malher a piégé 2 jeunes qui s'étaient aventurés par temps de pluie dans cet espace paradisiaque qui peut s'avérer brutalement dangereux tant les phénomènes de ravinement sont impressionnants. Une équipe de secours aquatique avec le soutien de l'hélicoptère de la sécurité civile scrute toujours la forêt à la recherche de la jeune femme de 18 ans, sans aucun résultat pour l'instant. Donc actuellement, les recherches se poursuivent par rapport à la personne qui a été disparue hier à la rivière. Pour l'instant engagé sur le site, nous avons 2 équipes de sauveteurs aquatiques. Nous avons également 2 binômes plongeurs. Et incessamment sous peu, nous avions l'hélicoptère de la sécurité civile qui faisait une reconnaissance aérienne. Donc à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore pu retrouver effectivement l'intéressé. Donc les recherches vont se poursuivre jusqu'à ce que l'on puisse éventuellement tomber sur le corps. À Bouillante, les colères de la rivière Bois-Malher sont légendaires. Beaucoup se posent la question sur la décision de ce jeune couple d'aller se baigner malgré la vigilance jaune déclenchée par les autorités. Pour moi, ils connaissent rivière là, nous toutes les va bouillantes, donc nous toutes connaissons rivière là, d'une façon d'une autre, nous tous ces monde qui connaissent rasier là, ça a gonflé vite, tous ces anciens ont montré nous qu'a dit que nous connaissons une grande famille qui a dit que rivière là ça depuis gonflé, qui prend des branches. C'est rien qui veut les mamelles, elle veut l'autre pas descendre passer ici, elle verra que nous après presque 24 heures de recherche, nous pouvons trouver pour tous ces professionnels là en activité là avec toujours pas de corps. Les connaissances du couple sont encore plus dubitatives, d'autant qu'elles ont presque compris qu'un drame allait se nouer à la faveur de cet après-midi de gypse qui couvrait Bouillante. L'ingénieur a monté là, à scooter, a monté, a monté main dans la main. Elle dit, ouh, ça va faire plaisir, bah, faut là, au second. Mais là, regardez, le lendemain, on a dit que Minon a disparaître. Elle n'a pas pensé que ça s'est passé comme ça. Mais en terre, voilà la pluie qui a tombé. Alors, moi, à partir de mes madame, là, vous voyez, rivière là, ça, son rivière qui traite. Il ne peut pas y descendre, il ne peut pas rien. Il peut débouler. Il essaye que ces filles là, mais avec pression à l'eau là. Il dit, moi, il désistait, il laguait parce qu'il ne peut pas être vieille non plus. Le mauvais temps n'étant pas terminé, il faut rappeler que dans le massif montagneux de la Basse-Terre, les bassins d'altitude, une fois remplis, déversent dans la plaine toute proche des torrents furieux peuplés de bombes volcaniques qui laissent peu de chance à ceux qui ont le malheur de se faire emporter. Redonner une seconde vie au papier, c'est le credo d'Adélaïde Corrinus. L'artiste martiniquaise organise un atelier de collage au musée de la Pagerie pour des enfants de 5 à 15 ans, au reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Feuilleter des magazines, mais avec un œil avisé. Pour réaliser son collage, Anne se met dans la peau d'une artiste. Dans ses pages, elle espère trouver l'image qui viendra sublimer son œuvre. On recherche des images et quand on a trouvé l'image qui va avec qu'on a trouvé pour notre dessin, mais on le colle et on le fait convenir à notre guise sur le papier. Tu fais en sorte que ton cocotier, vraiment, que les lignes de ce nouveau cocotier apparaissent. Pour l'atelier colle à papier, une seule consigne, représenter la nature autour de soi. À l'image d'un peintre, Jérémy tente de reproduire un paysage. C'était une feuille blanche et je voulais représenter le jardin de la Pagerie. J'ai mis des morceaux de bambou, des feuilles, une petite maisonnette et une place. Si pour certains cela demande plus d'imagination qu'un coup de crayon, aux yeux de Naël, l'exercice est bien plus stimulant. C'est plus facile parce qu'on voit déjà dans le magazine, donc on arrive plus à se projeter pour pouvoir faire le dessin qu'on veut. Tandis que quand on fait un dessin traditionnel, il nous faut chercher comment le faire et tout avec les couleurs, tandis que là, on cherche carrément dans le journal et on trouve. Tu as la possibilité de refaire apparaître ton ciel ici. Pour Adélaïde Corrinus, hors de question de mettre des barrières à la créativité des enfants. Toute proposition est encouragée avec quelques clés pour pousser encore plus loin la réflexion. Les conseils que je leur donne, c'est comment vient la lumière, qu'est-ce que tu veux faire passer comme émotion, est-ce que c'est plus clair ou plus foncé, trouver les bons papiers qui vont s'adapter, comme
une nouvelle peinture. Attirée par l'art du collage depuis de nombreuses années, Adélaïde Corinus s'y consacre aujourd'hui pleinement. Pour elle, c'est un moyen de renouer avec son âme d'enfant, tout en travaillant de manière écologique. Aujourd'hui, on jette beaucoup, on jette les magazines, on jette les boîtes, et on est dans un moment où on consomme plus que l'on ne transforme. Et j'avais aussi envie de leur dire, attention, votre papier c'est du bois. On tue des arbres pour que vous ayez du bois. Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec? On peut donner une vie 5-6 fois à un papier. Un recyclage artistique vite adopté par les petits artistes. La semaine prochaine, le trio sera au rendez-vous pour la dernière séance. Maintenant, ils maîtrisent la technique. Les catalogues ne finiront probablement plus à la poubelle. Plus de flottement. À présent, c'est une certitude. Patrice Ringuet fera bien partie des 6 membres de la sélection guyanaise. Participation confirmée en début de semaine lors d'une réunion préparative du comité régional de cyclisme. La SCG, le club de Patrice Ringuet, accueille la nouvelle avec résignation. Joseph Chalat, président du club, ne comprend pas le principe de la sélection de Guyane qui prive les équipes locales de leurs meilleurs coureurs. Il était au micro de Jonathan Lariot. Dans la forme, par contre, il y a à redire. Annoncer une sélection de Guyane 15 jours avant le tour, alors que tout est chez nous, tout est prêt. Donc pas que chez nous, hein, les autres clubs également pareil. Par contre, contrairement aux autres clubs, nous sommes, comme je l'ai redit, en effectif réduit. C'est compliqué puisque toutes les équipes sont complètes. D'une part, ils sont complets, mais en plus, les équipes qui ont beaucoup de coureurs, genre les sports cyclistes ou le vélo club guyanais, ils ont même aligné 2 équipes. Donc je vais récupérer les coureurs où tous les coureurs sont pris. Donc non, on partira avec le minimum syndical. Il y a 5 vainqueurs du Tour de Guyane depuis 1998. Donc Denis Escondo qui gagne en 1998 avec la sélection de Guyane. Et depuis, que ce soit Jean Ringuet, Ludovic Exfort, Denis Escondo après en 2006 et Patrice Ringuet en 2014, tous ces coureurs ont remporté le Tour avec leur club. Ça veut dire qu'il y a eu un coureur qui l'a remporté en 1998 avec la sélection de Guyane, Patrice Denis Escondo, qui l'a remporté après avec son équipe, le vélo club guyanais, en 2006. Et les autres coureurs, en plus comme par hasard, tous du VCK, que ce soit Exfort, Jean Ringuet, maintenant l'actuel sélectionneur, et Patrice Ringuet, ils ont tous remporté avec leurs clubs respectifs. Une sélection, je ne suis pas contre, surtout pour l'extérieur, mais également mais l'affaire sur son territoire contre les équipes locales. Je pense que là aussi, c'est un large débat. Alors, les Guadeloupéens et les Martiniquais ont arrêté. Je pense qu'ils ont peut-être compris que ça ne fonctionnait pas très bien. À moins de 48 heures du Tour cycliste, une présentation est prévue ce soir aux Zéphyrs de Cayenne. C'est la fin de cette édition. Voici les titres que nous avons développés. Qui de Gabriel Serville ou de son premier adjoint peut-il légalement organiser les prochaines élections municipales de Matoury? Serge Smock revendique la paternité de l'organisation. Les détails suivis dans ce journal. Après 1 an et demi à la tête de la préfecture de région, Martin Gégère laisse sa place le 28 août prochain à Patrice Faure. Le préfet sortant fait le bilan de son action sur le territoire. Avec nous ce soir, il a abordé les questions sociales et de sécurité. Patrice Ringuet fera bien partie des 6 coureurs du club Guyane pour la 28e édition du Tour. Son équipe, la SCG, accueille la nouvelle avec résignation. Il s'interroge sur l'utilité d'une sélection de Guyane dans une compétition organisée à domicile. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane.